Et c'est parti pour toute une série d'interviews depuis le Midsommar du patrimoine, l'événement annuel organisé par la CNCGP ici à Paris au Palais de la Mutualité. Et à mes côtés pour entamer cette émission spéciale, Michel Proutot, partenaire chez Pareto Asset Management. Bonjour Michel. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler des Nordiques avec vous. Vous êtes une société de gestion nordique. Vous êtes vous-même basé à Oslo depuis de nombreuses années en Norvège. J'allais dire, cet événement est fait pour vous, Michel. Le Midsommar, c'est une fête des pays nordiques, en Norvège, en Suède, qui est un temps fort de l'année, qui n'a peut-être pas d'équivalent même pour nous, Français. Tout à fait. Alors, je suis content d'être là à double titre, déjà de te retrouver. Et puis, deuxièmement, pour la première fois, de participer au Midsommar du patrimoine de la CNCGP. Pourquoi c'est important le Midsommar dans les pays nordiques? Parce qu'en fait, on vit avec le soleil. Le soleil est rare l'hiver. Et donc, on a fait ce qu'on a appelé des julebord, des tables de Noël en décembre dernier. Quand le soleil est rare, on se réunit, on essaie de voir ses clients, ses amis, sa famille, pour essayer d'oublier ce qu'il y a dehors, à savoir peu de soleil. Mais c'est tout l'inverse au mois de juin, où là, il y a beaucoup de soleil. Et le Midsommar, qui est célébré en Suède et différemment un petit peu en Norvège, ça a une origine païenne. Évidemment, c'est le solstice d'été, c'est le jour le plus long, voire il ne fait même pas nuit. On fait la fête toute la journée et toute la nuit, pour célébrer justement ce jour le plus long, être en correspondance avec la nature. Et ça reste très vivace, c'est ça qui est intéressant. C'est très important pour les Scandinaves en général, cette période de l'année. Ah ouais, j'imagine. Et puis c'est un temps fort, même pour vous dans vos métiers. Je crois que vous étiez alors, à l'ambassade ou au consulat de Norvège, c'est ça, un événement organisé autour du Midsommar auquel vous participez. Il y a un vrai temps fort, y compris en dehors des frontières suédoises ou norvégiennes. Tout à fait. On a voulu faire connaître un peu mieux cet événement de l'année, et on s'est associé avec des consuls, à la fois norvégiens et suédois, pour organiser des événements dans leurs locaux, le plus souvent. Et ils ont adoré. On a eu vraiment de très très beaux événements. On est allé faire un dîner chez la consule suédoise à Caen. On est allé faire un événement aussi avec la consule, une femme également à Lyon, dans des superbes locaux. Et puis en beauté, effectivement, on a fait un événement à Lille avec le consul suédois qui avait invité le maire de Lille, l'ambassadrice de Suède. Et c'était l'occasion également de discuter avec elle, de lui expliquer ce qu'on fait, pourquoi on met en avant des fonds small cap suédois, par exemple. J'allais dire, il y a un aspect business aussi derrière ces rendez-vous, derrière ces moments. Ils sont tout à fait à l'écoute. Elle me l'a dit clairement, tu vois. L'idée, c'est quand même de faire venir des capitaux en Suède, en Norvège. Donc il y a un alignement d'intérêt complet, à la fois sur la partie, je dirais, événement, et puis sur le business lui-même. Qu'est-ce qui les intéresse justement dans la recherche de capitaux étrangers ou continentaux pour ces pays nordiques? Vous dites ça s'intègre dans un projet politique d'une certaine manière. Tout à fait. En plus, sur la Suède, c'est bien connu, c'est comme un pays hyper dynamique en matière de start-up, de licorne. Et il y a plein d'initiatives de prix. Ce qui manque, c'est les capitaux. Il y en a déjà localement, mais il y a toujours la recherche d'avoir un bassin plus large. Ce sujet-là avec le fonds souverain, c'est ça, le fonds souverain, Michel? on en avait un petit peu parlé. Il y a un peu trop de capitaux disponibles. Il y a un peu trop de capitaux. Le pays est-il trop riche? C'était la question que vous posiez la dernière fois. Oui, pour le fonds souverain norvégien, il y a 3 chiffres dont on peut se souvenir. J'en parle. La Suède a besoin de ces capitaux. Tout à fait. La Suède elle a besoin de capitaux. Oui, mais c'est déjà bien. Finalement, c'est pas si mal d'être dans le besoin parce que ça crée une dynamique, un volontarisme. Et puis, voilà. Et puis, il y a des initiatives de prise entre la Suède et la France, là, au niveau défense. Elle m'a raconté ça. Donc, bien sûr. Après l'échec du SCAF, il y a peut-être la possibilité d'une alliance avec la Suède. SAB, oui, tout à fait. Et alors donc les 3 chiffres du fonds souverain norvégien. Oui, alors le fonds souverain, parce que j'en parle régulièrement maintenant lors des événements qu'on fait un peu en province. Donc il y a 3 chiffres dont il faut se souvenir. 78%, 3% et 8%. 78%, c'est ce qui rentre dans le fonds souverain norvégien. C'est le niveau de taxation des profits des pétrolières qui opèrent en Norvège. 78%, c'est énorme. Ah oui. Ce qui veut dire que le business en lui-même est intrinsèquement très rentable. Ça, c'est une première chose. Et historiquement, ça a été consensuel, bipartisan, ça n'a pas changé. Donc, depuis 30-40 ans, ce business-là est taxé à hauteur de 78%. Donc, ça alimente le fonds souverain. Après, les 3%, c'est ce qui sort du fonds souverain. C'est ce qui alimente le budget de l'État. Donc, 3%... reversé au budget de l'État. Voilà, 3% des avoirs du fonds souverain sont reversés au budget de l'État norvégien. Ce qu'il faut savoir, c'est que 3% de 2000 milliards, c'est beaucoup plus que 3% de 1000 milliards. Et donc aujourd'hui, ça représente à peu près 25% du budget de l'État. Incroyable. Et peut-être que dans 10 ans, ça sera 50%.
Et le troisième chiffre important, c'est le métier que fait le C'est le fonds rendement. souverain. Voilà, c'est ce qu'on fait nous pour nos clients. Ce que ça rapporte. Délivre un rendement de l'ordre de 8% par an, historiquement, sur les 15 dernières années. Et c'est le benchmark pour une société comme la vôtre, du coup, le Ouais, rendement ouais, du fonds souverain norvégien, ça devient le benchmark national. Pratiquement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils investissent essentiellement en indiciel sur le MSCI World et qu'ils battent régulièrement, puisqu'ils font eux-mêmes leurs investissements. Voilà. Mais 8%, moins 3%, ça veut dire qu'il reste quand même 5% pour le fonds souverain en moyenne pour accroître sa taille. Et donc la taille du fonds souverain est appelée à grossir indéfiniment. Plus gros fonds souverain au monde. Oui, tout à fait. Alors quand je suis en déjeuner avec nos partenaires en province, j'aime bien citer ces 3 chiffres. C'est quelle est la taille du marché de l'assurance vie en France? C'est 2000 milliards à peu près, pour 20 millions de Français qui ont des contrats d'assurance vie. Quelle est la taille du fonds souverain norvégien? C'est également à peu près 2000 milliards, mais ils sont 5,6 millions. Et depuis vendredi dernier, je rajoute, quelle est la taille de la fortune d'Elon Musk? 1100 milliards pour une personne. 40% depuis l'introduction en bourse. Tu passes de 20 millions à 5,6 millions à une personne. Donc ça donne un peu une idée de comment les choses sont un peu organisées à travers le monde. Vous dites de ces pays nordiques, c'est pas la première fois qu'on se parle, Michel, c'est à la fois, d'un point de vue français, j'entends, ou d'Europe continentale, c'est à la fois ces pays sont proches de nous et à la fois ils sont loin. Qu'est-ce qui nous rapproche, qu'est-ce qui nous distingue? Ce qui nous rapproche, c'est une culture commune européenne, fondamentalement. On le voit à travers l'histoire, il y a eu des alliances ou des confrontations, ça, il n'y a pas de doute, on partage beaucoup de valeurs. Après, ce qui nous distingue, je dirais déjà, c'est la géographie. C'est des pays de petite taille, chacun d'entre eux, donc qui doivent être agiles, tournés vers l'international. Je pense que c'est sans doute l'élément le plus important. Ils sont instinctivement tournés vers l'international. On ne peut pas développer un business sans chercher à exporter. Ça, c'est la première chose. Et puis après, culturellement, il y a quand même des petites différences. Voilà, le collectif l'emporte sur l'individuel, très clairement. Alors, c'est peut-être la culture protestante qui a influé à travers le temps, mais ça, c'est un point marquant, c'est sûr. Et puis, voilà, c'est très digitalisé aussi. C'est des pays où tout fonctionne. On en avait déjà parlé. Si on voit les banques scandinaves, il y a très peu d'agences, pas de chéquier, très peu de distributeurs de billets. Tout se fait sur une application pour transférer des fonds. Donc ça, oui, ça facilite la vie au quotidien. Il y a pas de doute. Oui, on peut imaginer. Pas trop de papier à remplir, comme on peut le connaître dans certains pays latins, où la confiance ne règne pas aussi. Ça, peut-être, c'est finalement, fondamentalement, c'est ça le point clé, c'est la confiance. Les gens se font confiance. Par principe. Par principe. Ouais. Après, il ne faut pas les trahir, mais c'est le point clé. On se fait confiance, on est une petite communauté, historiquement, on se connaît, on a besoin l'un des autres. On a confiance dans les institutions, naturellement. Oui. Ce lien de confiance, il est préservé, il est enrichi. Les institutions, voilà, et puis il y a une très forte transparence. Le corollaire de ça, c'est qu'il y a une très forte transparence à l'égard des politiciens. Et voilà, on permet peu de transgressions. Stabilité, voilà, effectivement. Et tout ça amène alors évidemment une dynamique de business importante qui se reflète à travers une cote ou des marchés larges, profonds, riches, diverses. C'est ça aussi la force de ces grands marchés, Suède, Norvège. Tout à fait. Quand on les aborde dans leur intégralité, c'est vrai que c'est diversifié, c'est profond, il y a différents secteurs. La plupart des secteurs sont bien représentés, y compris des secteurs qu'on n'a pas dans le reste de l'Europe continentale, tels que le shipping, le pétrole et le gaz, évidemment, pour la Norvège, ou le papier. La Finlande est très, très présente sur le papier. Et puis après, tout ce qui est biotech au Danemark, voire même au sud de la Suède. Et voire même maintenant du vin. Il y a du vin anecdote, mais lorsqu'on fait venir des partenaires maintenant en Norvège, on leur fait une dégustation de vin blanc suédois. Du vin blanc suédois qui a été servi au dîner de gala du prix Nobel. 1500 convives quand même. Il a remplacé le vin français. Donc il faut voir un peu ces dynamiques. C'est dur pour nous quand même. C'est un gros coup dur pour la France. Il est pas mal du tout. Après, c'est des petites quantités, donc j'entends, on n'a pas encore une concurrence. Mais le climat voilà, permet malgré tout de produire du vin local. C'est sûr. Bon, rien n'est impossible alors pour ces pays nordiques. Non, tout est ouvert, c'est vrai. Comment on en parle justement, pour revenir à l'événement Midsommar qui nous réunit, Michel, et vous allez rencontrer un certain nombre de CGP, tous ceux qui vont être présents aujourd'hui.
quelles sont les questions qu'ils vous posent quand il s'agit des pays nordiques et qu'est-ce qu'ils viennent chercher ou qu'est-ce que vous leur offrez justement, qu'est-ce que vous leur vendez avec des solutions d'investissement issues de ces marchés nordiques? Déjà, en premier lieu, les pays nordiques ont une belle image de marque en France, il faut reconnaître, même si tout le monde n'a pas eu la chance de visiter ces pays-là. Je pense que l'a priori est extrêmement positif à travers différents éléments. Et le premier d'entre eux, c'est l'orthodoxie financière. C'est des pays qui inspirent. Des triple A, quoi. Triple A, j'en parle systématiquement. Le Danemark, qui est un pays quand même tout plat, avec pratiquement aucune ressource naturelle, à la différence de la Norvège, par exemple. C'est un pays qui est en surplus budgétaire depuis 7 ans de suite, y compris pendant le Covid. Donc il y a une certaine forme d'orthodoxie financière. On avait fait un événement avec le directeur de la Banque centrale du Danemark et je lui avais demandé mais comment vous arrivez en fait à ce genre de situation. Et il le dit très clairement, on a pris en compte la trajectoire en matière de retraite, d'espérance de vie et on l'intègre. Et il faut voir qu'au Danemark, la retraite c'est à 67 ans. Et ils envisagent de la pousser à 70 ans. Donc ça, cette dynamique d'orthodoxie financière, de stabilité et de sérieux en fait. De sérieux dans la gestion des avoirs du peuple en fait. Ça rassure, en absolu et en relatif par rapport à ce qu'on peut observer ailleurs dans d'autres pays, j'imagine. Je pense que nos clients ont envie un peu de diversifier leurs avoirs sur cette zone qui, structurellement à long terme, a quand même des atouts à faire valoir. Et puis après, nous, on est un opérateur local, à la fois sur nos fonds crédits, sur nos fonds actions, notamment small cap suédoise, avec une bonne pénétration du marché. On a toutes les connexions qu'il faut avec... Ouais, vous êtes un acteur local central de l'écosystème de l'industrie de la gestion d'actifs dans ces pays-là. Voilà, tout à fait. Au-delà même de la société d'asset management. Il y a une société de services financiers, c'est ça. On a 1200 personnes à travers le monde. Le groupe Pareto est un des leaders sur le marché actions et obligations en termes d'introduction en bourse, de listing de nouvelles obligations. Donc c'est un groupe qui est reconnu, qui marche très bien, qui se développe, très présent sur les pays nordiques, et à la fois sur le primaire et nous de notre côté sur la partie justement collecter des capitaux pour les faire venir s'investir dans les pays scandinaves. Est-ce que la part justement des capitaux étrangers pour une société comme Pareto AM grossit? Si vous êtes là, c'est l'objectif, j'imagine, Michel, c'est une dynamique. C'est la troisième phase de développement. Je dirais que Pareto Asset Management s'est développé initialement sur le marché domestique norvégien, puis après sur la Scandinavie en général. Et maintenant, c'est l'Europe continentale. Donc, on a une très forte collecte en France, en Belgique, en Allemagne. Et puis maintenant aussi, ça commence là en Italie, en Espagne. Je pense que c'est toujours la même formule qui prévaut. Je pense que les gens cherchent un peu de diversification, veulent investir dans des supports qui apportent de la sérénité, de la stabilité. C'est ce qu'on est en mesure d'offrir. Le fonds flagship de Pareto AM, c'est le fonds crédit, c'est ça, qui est quasiment à 2 milliards d'encours quand même. Tout à fait, oui, on a une belle collecte le mois dernier. On en avait parlé la dernière fois, le premier trimestre. On était quasiment le seul fonds crédit à être en territoire positif, du fait qu'on a peu de sensibilité de taux, on a des maturités courtes et un bon rendement. Donc c'est sûr qu'après, ça génère un peu de collecte. Maintenant, on est quasiment à 2 milliards. Et puis on le voit, on a un des plus gros asset managers français qui vient faire une DDQ dans 2 jours à Oslo. Il faut que je rentre. Qui vient sur votre territoire. Il faut défendre les positions alors là. Non, il vient faire une DDQ opérationnelle pour voir comment on fonctionne, tu vois. D'accord. Donc c'est un. Bien chercher l'inspiration. Voire même investir à un moment donné, j'espère. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc oui, c'est une reconnaissance quand même. De voir des acteurs majeurs se déplacer, venir voir ce qu'on fait concrètement, comment on est organisé, quels sont nos points forts et les particularités du marché nordique et notre fonctionnement. Donc oui, on en est là. Dans la phase de développement, on en est là maintenant. À savoir, on est sur les radars. On n'était pas il y a encore 2-3 ans. Maintenant, on l'est. Et voilà. Nouvelle étape de développement pour Pareto Asset Management, auprès notamment des conseillers, des partenaires français à l'occasion de ce Midsommar. Merci beaucoup Michel, merci d'avoir été avec nous, très bon salon, bon événement, développez bien Pareto Asset Management aujourd'hui. Michel Proutot, partenaire de Pareto AM qui était avec nous depuis ce Midsommar du patrimoine organisé par la CNCGP à Paris.